Bonjour à tous, nous sommes à Moscou sur la place rouge, centre-ville. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'aurais aimé ne pas venir ici, car c'est quand même un peu trop touristique, il y a toujours des événements qui se passent. Là, il monte encore une scène pour un festival, mais nous allons faire une exception, puisque aujourd'hui on va écouter une chanson qui définit quand même depuis presque 60 ans l'image de Moscou pour les Français. Je parle évidemment de la chanson Nathalie, écrite par Gilbert Bécaud. Il y a des choses qu'on retient dès l'enfance, inconsciemment, indirectement, et après on ne se souvient même plus d'où on a telle ou telle idée reçue. Et la chanson Nathalie en est un excellent exemple. Nous allons écouter avec vous Gilbert Bécaud et je vais commenter cette chanson. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge vide, c'est parfait, mais c'est un phénomène assez rare, surtout les dimanches. C'est plutôt la nuit qu'il faut venir pour la place rouge vide. Le mausolée de Lénine, bon, il était à l'époque, il reste là derrière moi toujours, ça je vous confirme. L'auteur des paroles de la chanson, Pierre Delanoë, n'a jamais visité l'URSS dans sa vie. Donc ce qu'il écrit, c'est la projection de son imagination. D'après lui, qu'est-ce qu'il y a à Russie? Il fait froid et il neige. Il manque à mon avis d'un ours jouant de la balalaïka, mais ça ferait peut-être trop pour une chanson. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. Ensuite, Bécaud chante qu'il va prendre un chocolat au café Pouchkine avec sa guide Nathalie. Alors, le café de ce nom n'existait pas à l'époque à Moscou et je note que début des années 60, donc l'époque du dégel, les cafés venaient d'apparaître à Moscou. Et le constructeur du communisme, donc la population, ne mangeait pas à l'époque dans les cafés, ils n'avaient pas d'habitude, tout le monde mangeait chez eux. Donc en même temps, on peut comprendre Delanoë. S'il faut choisir un nom pour un café dans cette chanson, autant qu'il s'appelle Pouchkine. Si moi j'inventais une chanson sur Paris sans avoir mis mon pied dans cette ville, j'aurais appelé le café Dumas. Le premier nom français dont les Russes se rappellent. Et voici l'actuel café Pouchkine. C'est le restaurateur André Delos, moitié français, moitié russe, qui a bien choisi son moment et l'a ouvert en 1999. Donc 35 ans après la chanson de Bécaud. Et je le comprends parfaitement parce que si chaque Français arrivant à Moscou te demande où se trouve le café Pouchkine et que tu es un entrepreneur, tu vas finir par ouvrir un café portant ce nom. Alors, deux petites astuces pour le café Pouchkine. Première, c'est que vous pouvez y aller les jours ouvrables pour le déjeuner. Il y a les formules déjeuner avec des prix absolument abordables et comme ça, vous visitez le café Pouchkine sans payer la fortune. Et deuxième astuce, c'est que vous pouvez aller au salon de thé qui est à côté
pour ça, il faut prendre la porte de droite. Et ici, sans manger, vous faites exactement ce que Beko avec Nathalie chantait. Vous y allez pour boire un chocolat. Donc là, nous sommes dans le salon de thé de Pouchkine. C'est en fait, avec le café Pouchkine, c'est de la cuisine russe traditionnelle. Et c'est une tentative de reconstituer les traditions du service à table des maisons nobles russes, plutôt dans nos idées de ces traditions. Nous, en tant qu'agence de voyage, nous classifions le café Pouchkine comme une attrape touriste classique, puisqu'il ne s'agit pas du tout en fait de mauvaise qualité ou de l'addition trop élevée, mais c'est sans doute pas une adresse méconnue et aimée par les moscovites et qu'ils gardent précieusement pour eux. Bon, j'ai dû prendre un cappuccino puisqu'il n'y a plus de chocolat maintenant servi dans ce salon de thé, mais bon, il va revenir. De point de vue commercial, c'était une excellente idée d'appeler le restaurant Le Café Pouchkine, car tout de suite, tu bénéficies de la publicité gratuite depuis 60 ans. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir, Nathalie traduisait. Moscou. Mais nous revenons à la chanson. Ici, encore l'imagination féconde de l'auteur, puisque en réalité, aucun touriste de l'étranger pouvait rentrer comme ça dans une résidence étudiante. C'était des établissements quasi militaires avec un contrôle à l'entrée. Là, Beko, il va directement chez Nathalie. En ce qui concerne le champagne de France, je pense franchement que cela ne pouvait qu'être du champagne soviétique. On peut imaginer que Beko a amené une bouteille de Clicquot, l'a pris avec lui pour la visite guidée et ensuite il l'ouvre. Mais je pense tout simplement que Delanoë imaginait qu'on pouvait acheter du champagne de France comme ça dans un magasin du coin à côté de la résidence étudiante par exemple. Hélas, la réalité était absolument différente. À l'époque, on ne buvait que du champagne sovetskoye. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Et voici la conversation passionnante avec les étudiants. Encore une belle utopie car tous les contacts à l'époque avec les étrangers étaient une aventure assez dangereuse. Chaque faculté avait des cadres responsables qui surveillaient les contacts avec les étrangers et qui reportaient là où il fallait le contenu de ces conversations. S'ensuit un passage romantique, Beko et Nathalie restent seuls dans la chambre. Peu de monde s'en souvient, mais 20 ans après, Beko a écrit la suite de cette chanson qui s'appelait La fille de Nathalie. Et c'est là où nous apprenons que la nuit s'est bien passée et que Nathalie est tombée enceinte. Donc ça devient un peu une série brésilienne et je ne suis pas prêt de donner une analyse à cette deuxième chanson. Je pense que vous la trouverez facilement si vous le souhaitez. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie.
Nathalie. Yeah. Nous voici à la fin de la chanson. Ici, on a un intermède musical qui est une sorte de combinaison des différentes musiques russes, surtout des danses russes comme Kazachok et la tzigane, avec du tambourin, du violon et surtout le principe d'accélération de la musique. Cela fait tout de suite des associations avec la musique russe parce que ça évoque les codes culturels. Et moi personnellement, pour mon oreille, ça fait un peu trop une astuce facile de donner un côté russe à cette musique de la chanson. Mais pourtant, pour l'oreille française, je pense que c'était une idée absolument adaptée. Ça fait rappeler le film des frères Coen, The Big Lebowski, où le personnage Walter rajoute à tous ses monologues, pratiquement partout dans le film, ces histoires issues de son service militaire à Vietnam. Ça veut dire quoi, ces conneries sur le Vietnam? Pardonne-moi. Tu veux me dire ce que le Vietnam vient foutre là-dedans? Pardonne-moi. Mais où est le rapport, nom de Dieu? Pardonne-moi. Idem pour Beko. Gibert, que fait la tzigane là-dedans? Où est le rapport, nom de Dieu? En fait, malgré tous ces clichés et stéréotypes, je suis plutôt reconnaissant à Gilbert Bécaud de cette chanson qui a fait parler de Moscou au public français et qui a fait parler de notre métier des guides francophones de Moscou. Donc c'est pratiquement un hommage à notre métier. Je vous remercie tous de votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez l'aimer, vous abonner à la chaîne et bien sûr laisser vos commentaires. Merci et à la prochaine.